Tonnerre avait demandé la parole et après nous entendrons le ministre et nous voterons. Merci Monsieur le Président. Alors je voulais reprendre la parole parce que j'ai entendu quelques énormités dans la bouche de certains. J'aimerais commencer par reposer une question à Monsieur le Ministre qui a cité différents territoires, différentes villes et qui n'a pas cité Marseille à juste titre. Parce que les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés, parce qu'il y a toujours eu des lits disponibles dans les services de réanimation et dans les services de soins intensifs. Parce que j'aimerais préciser devant la représentation nationale que les critères passent leur temps à changer et qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation, la prudence de certains confrères, et on peut le comprendre, les hôpitaux sont tellement à bout de souffle qu'ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Qui, pour quelqu'un comme moi, qui a fait bon nombre d'années de réanimation avant de m'orienter vers la psychiatrie, je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. J'aimerais aussi repréciser que oui, le virus a muté, que oui, le virus, il circule plus vite, moins vite, j'en sais rien, on n'est pas capable de mesurer la vitesse de circulation, si ce n'est par des modèles mathématiques totalement erronés depuis le début. En tout cas, ce que je voulais préciser, que ces mutants viraux sont aujourd'hui nettement moins virulents et que les tableaux cliniques n'ont absolument rien de semblable au début. Et j'aimerais terminer, alors je sais que je suis une affreuse complotiste, mais regardons l'ensemble des pays européens, très proches de chez nous, simplement la Belgique, qui va réautoriser à partir de la semaine prochaine le traitement par azithromycine hydroxychloroquine. Ce n'est pas un traitement magique, j'ai le respect de toutes les personnes qui ont perdu la vie, j'ai le respect de tous ceux qui ont pu être soignés avec ce traitement, donc arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Il n'a jamais été prouvé, ça vient de sortir, et la CDC, qui est l'équivalent de notre conseil scientifique, de la Haute Autorité de Santé réunie, vient de prendre des mesures pour expliquer que le virus circule par manuportage et qu'il n'a jamais été prouvé qu'il soit aérien. Merci. Voilà, je pensais important de vous préciser tout cela pour arrêter le gouvernement stopper l'errance Monsieur le ministre, du vous avez la gouvernement. parole. Violaine Guérin, médecin endocrinologue. Bonsoir. Alors justement, pour commencer, je vais me tourner vers vous, docteur Violaine Guérin. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a parlé d'un virus qui circule trop vite dans les métropoles. En même temps, un frémissement positif dans d'autres métropoles. Il faudra attendre lundi pour savoir ou pas si Paris bascule en alerte maximale. Alors, comment le comprendre? Ça chauffe, mais la situation reste sous contrôle, ou finalement, le pays prend du retard et risque une perte de contrôle dans les semaines à venir? Alors, je suis médecin en ville et je voulais préciser que nous ne sommes pas du tout en train d'observer cette panique générale qui est annoncée. Il me paraît extrêmement important que la France très rapidement modifie ses seuils d'amplification des tests PCR comme l'a fait l'Espagne récemment, parce qu'on est dans des statistiques qui ne correspondent pas du tout à ce que l'on voit nous en ville. Alors on parle beaucoup de l'hôpital. Docteur Comte, le ministre de la Santé parle d'1 million de tests, il s'en est félicité, ça ne suffit pas? Alors, c'est beaucoup trop de tests. En fait, il faut faire des tests simplement chez les personnes symptomatiques. Donc aujourd'hui, on fait du dépistage à tout va, avec des tests qui comprennent beaucoup de tests faux positifs et des patients asymptomatiques, etc. Donc on n'est pas du tout dans une logique médicale correcte aujourd'hui d'évaluation de la situation sanitaire.
Nous, les médecins de terrain, nous pouvons comparer à ce qui se passait en février, mars, avril, où effectivement on voyait des patients tous les jours souffrant de Covid, etc. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas la réalité. Et on manipule beaucoup les données. Il y a même des erreurs de données, puisque j'ai lu il y a quelques heures un article montrant des erreurs dans les saisies de Santé publique France. A priori, on a vu qu'à Marseille, l'ARS PACA a donné des évaluations qui ne se sont pas avérées justes. Donc il y a beaucoup à la fois, je pense, d'incompétence, d'erreurs, et puis surtout la santé est manipulée actuellement pour prendre des données, des mesures qui sont extrêmement liberticides et qui ne se justifient pas médicalement, alors qu'on a des traitements en phase précoce qui existent. On a certes des problèmes de tension hospitalière, mais qui ne correspondent pas à la réalité de l'épidémie, qui sont des tensions qui sont liées à la destruction de notre système de santé depuis des années. On a encore appris qu'on avait supprimé 3500 lits en 2019. Ça, c'est quelque chose qui se poursuit depuis des années. Et quelque part, moi, je suis presque un petit peu en colère par rapport aux médecins hospitaliers qui, certes, ont manifesté, fait des grèves, etc., mais qui auraient dû carrément arrêter de travailler depuis un certain temps pour que l'État français sauve le système de santé français et arrête de le détruire. Elles doivent être adaptées à ce chiffre de mortalité de 27 décès hier pour 1600 décès des autres causes que sont le cancer, les maladies cardiovasculaires, les accidents de la voie publique, les accidents de la vie courante, les maladies infectieuses autres. Et c'est au regard de cela qu'il faut définir une politique de santé publique et des priorités. Donc on est dans une relation totalement disproportionnée par rapport à la réalité de l'épidémie, ce que vous nous dites clairement. Absolument. Le professeur Toussaint a raison, on a 1600 morts par jour en France de différentes causes et en moyenne 45 morts par jour du Covid. Et on nous fait croire qu'il faut tous nous priver de toutes nos libertés car c'est l'apocalypse. Vous avez ici les données de Santé publique France qui nous montrent strictement la même évolution que celle que je vous ai montrée sur la France et sur l'Europe. J'ai les chiffres notamment de l'ARS et du préfet pour mon département. À l'échelle de la France, c'est cela. La réanimation est à 90% déjà. Non. Le ministre de la Santé a annoncé le 27 août. Le ministre de la Santé a annoncé le 27 août 29 000 places en réanimation. 29 000 places en France, nous en sommes actuellement à 1000, c'est-à-dire à 3%. Et je confirme car regardez cet extrait. Ce qui fait que nous sommes capables d'accueillir et de soigner jusqu'à 29 000 malades en réanimation et 12 000 si c'était nécessaire un jour donné. Donc cette capacité d'amplification des structures, des lits, des services de réanimation, elle est réelle. Donc le ministre de la Santé, qui est son mec, nous confirme bien que nous avons une capacité de 29 000 lits et actuellement seulement 1000 lits sont occupés. Donc elle devrait quand même le savoir. Laurent Toubiana, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur épidémiologiste à l'INSERM et l'un des signataires d'une tribune dans le Parisien intitulée Covid-19, nous ne voulons pas être gouvernés par la peur. Et quand on disait que finalement vous étiez plutôt du côté des gens qui rassurent plutôt que des gens qui sont alarmistes, on ne se trompe pas. Oui, non, on ne se trompe pas. Disons que l'idée première n'est pas de rassurer. L'idée première, c'est essayer de donner aux gens un vrai constat. Pas un constat, plus essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu ça le but, en tout cas mon but, c'est essayer de donner des éléments de compréhension. Donc c'est un peu difficile, effectivement, d'arriver avec un discours qui est tellement décalé avec ce qu'on entend depuis 6 mois, si vous voulez, ou 7 mois maintenant. Ce discours-là est très difficile à faire passer parce que justement, il y a un décalage. Il paraît utopique ? Alors, c'est pas du tout utopique. Non, mais il paraît pour les gens utopique. Ah oui, il paraît. Faut dire que les gens sont soumis quelque part à une forme de peur. Et c'est d'ailleurs la tribune que nous avons signée, la première tribune que nous avons signée, tournait autour de cette question. Et d'ailleurs, le titre était un peu ambigu, si vous voulez. Il y avait gouvernés par la peur, c'était les gens qui étaient gouvernés par la peur, et on était aussi gouvernés par une forme de peur, c'est-à-dire que tout le monde a peur, et dans cette confusion généralisée, bien finalement, on applique quelque part
bêtement le principe de précaution, c'est-à-dire pour moi le contraire de l'intelligence, quoi. Vraiment, on applique bêtement, sans réfléchir, oui, mais un principe. Alors, si on l'applique, c'est aussi peut-être parce qu'il y avait quand même la menace et ce virus a quand même tué, quoi qu'on en dise, quoi. Donc il y avait cette menace et une part d'inconnu. C'est peut-être aussi pour ça que l'on a pris ces décisions et que l'on continue à en prendre aujourd'hui. Alors, je peux concevoir qu'il y ait une part d'inconnu. Il se trouve que moi, j'avais publié un communiqué de presse où je disais exactement ce qui allait se passer. Donc, en tout cas, pour moi, les choses étaient moins inconnues que pour beaucoup. Beaucoup. Et ce que j'avais dit, c'est produit exactement de la manière dont je l'ai décrite. Oui, c'est ça, sur notamment la première vague, et puis là aujourd'hui... sur la première vague, oui. Et là aujourd'hui, parce que vous avez dit encore récemment, le virus ne circule pas. C'est un abus de langage, évidemment, parce que le virus circule toujours, mais à faible bruit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire... il circule, mais très peu. Et d'ailleurs, il circule beaucoup, mais il est peut-être moins... virulent. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer. Oui, parce que là, on voit... 12 000 personnes positives ces dernières 24 heures, alors je ne sais pas... Non, mais attendez, alors ça, vous posez plein de questions en même temps. Bien sûr, je vais essayer de serrer les questions. La première question sur les 12 000, là... je me suis fait plus ou moins attraper par Libération parce que justement j'avais essayé d'expliquer que les chiffres quotidiens ne signifiaient rien, puisque d'un jour sur l'autre, il y avait telle fluctuation que c'était impossible de réfléchir correctement à ça. Donc en gros, si vous voulez, ces chiffres, d'abord, vous avez remarqué que nous sommes sous une sorte d'avalanche de chiffres, d'avalanche d'indicateurs, si vous voulez, à chaque fois qu'un indicateur ne répond plus finalement à la charge d'anxiété, eh bien on change d'indicateur. Au début, c'était les malades sévères hospitalisés, les morts, et puis après, on a changé de proche en proche d'indicateur jusqu'à aujourd'hui. Et alors, sur ces 12 000... Mais je n'ai pas répondu à l'autre question. Sur ces 12 000, oui. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous dites, bon, le virus ne circule pas beaucoup, c'est ce que vous dites alors finalement. Chaque jour, il y a 5, 6, 8 000, 10 000 personnes qui sont testées positives. Alors, c'est vrai qu'on teste beaucoup plus, mais... Oui, c'est ça. D'abord, la première chose à faire, c'est de mettre un dénominateur. Et le dénominateur, c'est 1 million de personnes. Mais au-delà de tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que au final, sur les plus de 10 millions de personnes que l'on a testées, seulement 4% à l'heure actuelle sont positives. Et sur ces 4%, il y a 95% de gens qui ne sont pas malades. Donc, si vous voulez, il y a 99,7% de gens qui sont ni positifs, ni malades. Donc, si vous voulez, si tous ces tests servent à quelque chose... C'est pas 99,7% qui sont ni positifs, ni malades. Il y en a un peu plus de positifs quand même, quoi, non? Non, positifs, ni positifs, ni malades. Oui. D'accord? Ils sont positifs, mais non malades. Mais non malades, voilà, d'accord? Asymptomatiques. Asymptomatiques. C'est-à-dire que je considère qu'une épidémie, et tout le monde devrait considérer ça, une épidémie, c'est lorsqu'il y a des malades sévères et lorsqu'il y a des morts. D'accord? C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on... Là, il y a quand même des malades. Non, mais il y a des malades et il y a des morts quand même, non? On a plus d'1 million de morts en fait dans le monde, c'est ça? Mais 1 million de morts dans le monde. Non, mais après, nous sommes 8 milliards. Alors 1 million. Alors, écoutez, encore une fois, j'ai pas envie de me faire attraper par si vous voulez les pleurades, etc. Non, mais c'est pas ça, mais on a envie de vous entendre et de comprendre, quoi. Oui, mais écoutez, il y a 1% en gros d'une population qui meurt tous les ans. C'est-à-dire que, en gros, en France, nous sommes 67 millions. L'année dernière, il y a eu 660 000 morts en tout. Sur ces 660 000 morts, il faut rapporter les 31 000 morts du Covid à ces 660 000 morts. Est-ce que les gens morts du Covid
font une surmortalité en France. On pourra en parler, mais on sait d'ores et déjà que ça ne fait pas une surmortalité en France. Pour revenir, pour vous couper, ce matin, on a eu un auditeur au téléphone qui disait qu'effectivement, il y avait 3 personnes qui étaient rentrées à l'hôpital, qui n'étaient pas du tout liées au Covid. Ils ont été testés positifs sur place, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là vont rentrer dans les quotas de gens qui ont des lits à l'hôpital, alors qu'à la base, ils ne sont pas rentrés pour ça? Alors très probablement, mais ça, il faudra le poser à des gens qui sont... pour une fois, vous pourriez poser cette question à un hospitalier, il pourra vous répondre là-dessus. Moi, je suis épidémiologiste et parfois les médecins parlent d'épidémiologie alors qu'il ferait mieux de parler de répondre à ce type de questions-là. Je pense que chacun doit rester dans son domaine de compétences. En l'occurrence, moi, c'est l'épidémiologie. Donc, il est probable qu'il y ait des erreurs de comptage de ce type-là. On sait très bien que les gens qui ont été comptés comme Covid-19 avaient des comorbidités connues. Je veux dire, maintenant, c'est impensif ce que je suis en train de dire. Kenzo, par exemple, qui est mort, le grand couturier ce week-end, visiblement, c'est lié au Covid, quoi. 81 ans, donc... 81 ans, mais il faudrait... là, si vous voulez, nous sommes sur des cas particuliers. Il faudrait savoir de quoi était-il malade. Il n'était pas malade, mais il n'était pas du tout malade. Visiblement, il a eu eh bien, le écoutez, Covid. Ça arrive, mais les facteurs de risque concernant le Covid-19 sont tout à fait autres. En réalité, on sait très bien que, effectivement, d'ailleurs, l'âge est un facteur de risque. 81 ans, effectivement, ça paraît jeune maintenant, mais j'aime autant vous dire qu'il y a à peine 50 ans, c'était un super vieillard. 30 ans. Oui. Siana, vous dites qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Expliquez-nous pourquoi. Il y a de très nombreuses raisons. Je vais vous en donner une tout de suite pour l'évacuer. C'est que dans toutes les épidémies modernes que l'on connaît, on va prendre le Zika par exemple, H1N1, pas de deuxième vague, MERS, pas de deuxième vague, SARS, pas de deuxième vague. En fait, la notion de deuxième vague est une théorie qui est possible et qui vient probablement du fait qu'il existe une forme de récurrence dans certaines maladies. Par exemple, la grippe, pour ne prendre qu'elle, il y a une saisonnalité de la grippe, mais il faut dire que les grippes que l'on voit en général, ce sont des virus différents, c'est-à-dire des virus qui ont changé au cours du temps, et il y a un grand nombre de virus qui circulent pendant une épidémie de grippe. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, il y a une partie de la population qui est touchée par les nouveaux virus. On peut dire ça comme ça. Et là, le virus du Covid, le SARS-CoV-2, lui, a priori, ne mute pas, n'a pas muté pour l'instant. Il y a des petites mutations, et d'ailleurs, j'aime pas trop parler de la notion de mutation parce que ça fait référence à des mutants, et les mutants, c'est très anxiogène en général. Donc, il est possible que ça mute légèrement sur les bords, si vous voulez, mais globalement, c'est à peu près le même virus. Si, à tout hasard, le virus devait muter fortement, nous ne parlerions plus alors de la même épidémie. Ce serait une autre épidémie, avec un autre virus. Oui, mais si on dit en fait qu'il n'y a pas de deuxième vague, quand même, on a eu des morts en France au mois de mars et au mois d'avril, au mois de mai, pendant un petit bout de temps. Ensuite, effet ou pas du confinement, il n'y a pas eu de mort pendant l'été. Là, il y a de nouveau des morts qui reprennent et des gens qui sont un peu plus hospitalisés en réanimation. Comment vous l'expliquez? Comment vous le définissez, ça, en fait, quoi? Écoutez, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à comment ça se passe dans une épidémie. Je vais vous essayer de vous rappeler quelque chose. Pendant la montée de l'épidémie, la première vague, ça a duré en tout et pour tout 4 semaines. Le niveau de démarrage de cette vague, en termes de mortalité, mais en termes d'hospitalisation, tout ça, était le même que celui que nous avions il y a 3 semaines. D'accord ? En France, nous avions le même niveau il y a 3 semaines qu'au début de la première vague. D'accord ? Lorsque la semaine suivante de la première vague, le
le nombre global d'incidents, c'est-à-dire mortalité ou hospitalisation, avait été multiplié par 300%. D'accord ? Nous, à l'heure actuelle, entre le même niveau et la semaine suivante, ça a été multiplié par 19%. Ça veut dire que pendant une semaine, il y a eu une augmentation telle que si on prenait la même augmentation maintenant, il faudrait qu'on soit... pour arriver au même niveau, il faudrait qu'on soit autour du 15 janvier, si vous voulez. Vous voyez la lenteur avec laquelle on est, la progression est ultra lente, si vous voulez. Et donc on ne peut pas, a priori, parler de vague épidémique lorsqu'il faut 3 à 4 mois pour atteindre le niveau qu'on avait atteint en une semaine au moment de l'épidémie. Mais Laurent Toubiana, s'il n'y a pas de mesures prises, là, je vous pose la question, hein, moi j'en sais rien, mais s'il n'y a pas de mesures prises, est-ce que ça veut dire que le virus ne va pas davantage circuler et toucher davantage de personnes et on va revenir un peu à ce niveau? Écoutez, des personnes plus fragiles. Il vous a pas échappé que, d'abord je rappelle encore une fois, puisque je l'ai dit tout à l'heure, une épidémie, ce sont des gens gravement malades et des gens qui meurent. D'accord ? C'est ça une épidémie. Il existe des épidémies de rhume, si vous voulez, mais on n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi. On n'en parle pas parce que finalement, en tout cas, on n'arrête pas l'économie pour ça. On meurt du rhume ? Non, on ne meurt pas du rhume. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça ne fait pas grand-chose. Donc occupons-nous de ça. C'est ça l'indicateur principal. Ce truc-là, si vous voulez, a touché à peu près pendant la période épidémique environ 100 000 personnes. C'est-à-dire que 100 000 personnes ont été hospitalisées pendant cette période-là. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres, tous ceux qui avaient moins de 65 ans n'ont pas été exposés au virus et n'ont pas fait une forme soit bénigne, soit pas du tout de forme. Et finalement, ces gens qui ont été exposés au virus et qui ont lutté contre le virus forment quelque part une sorte de barrière immunitaire, ce qu'on appelle l'immunité grégaire ou l'immunité collective. L'immunité collective, c'est ça, oui. Et si vous voulez, il y a une réponse éclatante à ça, c'est que c'est le déconfinement. Lors du déconfinement, on s'attendait tous à avoir une deuxième vague, non ? Mais qui nous a expliqué pourquoi la deuxième vague n'est pas venue ? Des épidémiologistes nous avaient prévu 650 000 morts avec masque et mesures barrières. Mais justement, on n'a rien eu du tout. Et pourtant, les gens se sont mélangés, on peut dire. Il y a eu des manifestations, il y a eu la fête de la musique, il y a eu les vacances, il y a tout eu. On nous a promis la deuxième vague tout le temps, si vous voulez. Tout au long de cette épidémie, on nous promet l'Arlésienne, c'est-à-dire celle qui ne vient jamais. Et pour cause, elle ne vient jamais parce que la notion d'immunité collective, mais on l'a déjà atteint depuis longtemps. Sinon vous croyez, aurait déjà... c'est ça. Et bien sûr, évidemment, tous ces gens, tous ces jeunes, en bonne santé, etc., protègent quelque part le reste de la population parce qu'ils ont probablement été en contact avec le virus et ont lutté contre ce virus. Ils se sont habitués à vivre avec ça les a pas empêchés de transmettre. C'est-à-dire que c'est pas parce que eux, leur immunité a travaillé... ça s'est passé pendant la première vague, si vous voulez. Et ça s'est passé pendant la première vague, cette affaire-là. Oui, mais confinement, bonne ou mauvaise solution, finalement ? Le confinement, moi, au moment où j'ai appris ça, je me suis dit, mais attendez, ils sont complètement fous. Ça n'existe pas en épidémiologie. On lutte contre la diffusion des épidémies, le confinement. C'est une innovation, ça, le confinement. Si vous voulez, c'est en Asie, ils le font. En Asie, ils le font un peu et ça marche, visiblement, non ? Où le font-ils ? En Chine, ils l'ont fait. En Chine, ils l'ont fait, mais vous avez remarqué que la Chine, c'est pas tout à fait la même chose que les pays démocratiques. Donc, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, je vous signale que certains épidémiologistes avaient déjà prévu en Chine une seconde vague. Est-ce qu'il y a eu une seconde vague en Chine ? Après 50 jours, il y avait déjà des gens qui publiaient dans le Lancet le fait qu'il y aurait probablement une deuxième vague en Chine. Non. Mais à part la Chine, vous avez d'autres exemples de... En Corée, donc. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait vraiment autre chose. Beaucoup d'appels, oui. 0826 300 300. Cédric est avec nous, il nous appelle de l'Aude. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Oui. C'était assis sur son téléphone. Bonjour Cédric. Allez-y, posez votre question parce qu'il y a beaucoup d'appels, oui. Allez-y Cédric, bonjour. C'est passé
Cédric, pardonnez-moi, c'est Chris. Ah oui, Chris, oui. Alors. Oui, voilà. Alors mon sentiment, c'est celui d'un citoyen lambda qui observe les choses et qui écoute les informations avec beaucoup de calme. Depuis quelques semaines, on nous raconte un certain nombre de choses, et là aujourd'hui, je peux avoir un avis à défaut d'avoir un jugement. Écoutez, lorsque vous entendez, et je parle par rapport aux scientifiques qui nous donnent des informations, lorsque vous entendez M. Perron qui dit que les tests, il y a un problème avec les tests, on s'interroge. Lorsqu'on entend M. Toubiana dire qu'il y a aussi un problème avec les tests par rapport au nombre de passages, j'ai un problème, je réfléchis. Lorsque j'entends M. Toussaint dire qu'on prend des décisions non en fonction de la réalité, etc., on s'interroge, etc. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a un problème avec l'information, avec la démocratie, et qu'on nous raconte des salades. Pardonnez-moi, je ne suis pas conspi, je m'interroge. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont dans ma situation, nous sommes des citoyens, on s'interroge. Pourquoi le gouvernement ne dit pas qu'on merde sur les chiffres, qu'on fait des conneries? Pourquoi on ne reprend pas les choses à zéro? Alors, sur les tests, c'est intéressant. Le docteur Toubiana, qui est spécialiste, va vous répondre, en fait, sur les tests, alors. Que dit Chris? Eh bien, je suis... D'abord, je ne peux pas me prononcer sur les mesures prises. Nous sommes d'accord, les mesures, ce sont des mesures sanitaires qui sont prises. Moi, je constate qu'elles sont prises avec des chiffres qui, eux, sont totalement délirants. Et j'en ai déjà parlé. Et ce que nous avons signé, je ne suis pas seul à avoir signé ce papier, nous sommes 300 chercheurs à avoir signé une tribune qui disait, qui a été censurée d'ailleurs, et qui disait qu'il était urgent de changer de stratégie sanitaire face au Covid-19. Or, on avait fait une autre tribune avant qui disait arrêtons de gérer cette crise par la peur. Eh bien, je constate que les deux tribunes n'ont absolument pas été entendues, puisque... Bon, mais... Oui, répondez. Est-ce que les tests sont fiables ou pas? Alors, la fiabilité des tests est un peu en doute, mais surtout, si vous voulez, le problème principal, c'est que il ressort de tout ça, et je l'ai dit tout à l'heure, très peu de cas, si vous voulez. Le pire, alors, sur les tests, c'est que aujourd'hui, on met en place des mesures très fortes. Mais ce que l'on observe quand on regarde les courbes, c'est que ça baisse. Le nombre de tests baisse, c'est-à-dire que de moins en moins de gens vont voir vont se faire tester, mais en plus les tests positifs baissent eux aussi, et ça partout. Et ce que je peux vous dire, là, il y c'est avait quand même 12 000. Hein, donc, oui, mais 12 000. Écoutez, non, mais je sais bien. Il y en avait 15 000, etc. Au jour le jour, on a déjà dit, on ne va pas revenir sur cette question. Si vous voulez, nous sommes affublés de chiffres qui complètement sortis de leur contexte, qui ne signifient rien. Moi, j'ai essayé de donner des explications sur la dynamique d'une épidémie, mais je ne peux pas vous commenter chaque chiffre chaque jour, chaque nouveau indice ou inventé comme ça qui va... Même ce que je peux vous dire pour Marseille, c'est que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de gens positifs, de personnes positives sur le nombre de tests, baisse depuis le 13 septembre. Or, des mesures ont été mises bien plus tard. Oui, c'est vrai. Alors, il y a... Grégory aussi qui est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour. Difficile de passer après le professeur, mais pour les tests, il faut savoir que la France multiplie par 50 le virus qui est dans les tests, alors que l'OMS indique qu'il faut multiplier seulement par 20. Donc c'est pour ça qu'ils trouvaient à un moment donné beaucoup de cas positifs. Mais le gros problème en France, c'est que les politiques ont menti dès le départ. Et après, sortir d'un mensonge, c'est impossible. Et donc là, ils sont en train de ramer pour essayer de dire, on a menti, mais il ne faut pas nous reprocher, on va dire. C'est à peu près ça, je trouve. Là, ils nous ont menti depuis le début. Et là, ils sont en train de ramer pour essayer de ramener, de se faire passer pour des blanches colons. Au lieu de mettre une sorte de cataplasme sur l'intégralité de la population, effectivement, on ferait bien de s'occuper des personnes à risque, et on connaît les facteurs de risque, on les connaît parfaitement. Donc c'est ces gens-là qu'il faut protéger et laisser, de mon point de vue, libres tous les autres. Ce que l'on peut aussi penser, si vous voulez, c'est que la médecine, depuis des années, essaye de faire ce qu'on appelle une médecine individualisée. Et là, on nous démontre qu'il faut appliquer à tout le monde exactement la pire des mesures. Donc on est complètement à rebours de tout ce que l'on a pensé, réfléchi, etc. depuis des années. Mais pour ce qui concerne, je vais juste aller un tout petit peu plus
plus loin. C'est qu'effectivement, la personne qui vous a dit tout à l'heure que ils avaient menti et que c'était une réflexion. Il est clair que, effectivement, en étant extrêmement pessimiste et en envoyant des messages très alarmistes, on gagne presque à tous les coups, si vous voulez. On gagne à tous les coups parce que si l'événement n'arrive pas, on vous dira que c'est grâce à nous, on a prévenu de quelque chose, on a mis en place des mesures et hop, ça n'arrive pas. Et si l'événement arrive quand même, eh bien ils diront, on vous avait prévenu. Alors que dans la position de quelqu'un qui tente de rassurer un peu les gens, bien que le terme ne me plaise pas beaucoup, eh bien c'est beaucoup plus difficile, on prend beaucoup plus de risques en ayant cette démarche-là, parce que là, nous, on perd beaucoup si ça se passe mal. Mais en réalité, ce que je peux vous dire, c'est que la deuxième vague, très probablement, n'arrivera pas, et c'est pas à cause des mesures, c'est parce que mécaniquement, si vous voulez, dynamiquement, elle n'arrive pas. Et j'ai donné l'explication tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais d'une question quand même, parce que c'est vrai qu'il y a de la peur de beaucoup de personnes qui se disent, est-ce que je suis à risque ou pas? Ça, on ne le sait pas encore, quoi. Mais si, on le sait. Si on le sait, on le sait. Alors, il se trouve que parce justement... que c'était la question de Yolande qui disait oui, mais bien sûr qu'on le sait. Certaines évidemment. personnes ne savent pas qu'elles sont malades. Elles ne savent pas qu'elles sont malades, mais elles peuvent savoir si elles sont à risque ou pas. Et d'ailleurs, nous avions créé alors dans mon laboratoire, dès le début, nous avons accès à des données hospitalières et avec un peu d'intelligence artificielle, nous avons créé ce qu'on appelle un risk assessment tool, c'est-à-dire un outil d'évaluation du risque des gens. Et il suffit de remplir son profil, un profil pour avoir globalement le risque que l'on a d'aller à l'hôpital, d'aller en réanimation ou de mourir. Et faire une forme grave en tout cas. Faire une forme grave ou même... Il est où cet outil? Est-ce qu'il a été diffusé? Il est en ligne depuis 6 mois et sur quel site? Sur le site de l'IRSAN. IRSAN, c'est bien de le dire. Oui, il s'appelle, alors c'est écrit en gros, ça s'appelle CRAC. C'est Covid Risk Assessment Calculator. Et donc ce truc-là vous permet d'avoir une idée de votre risque. On l'avait mis en ligne presque pour le fun, parce que ce genre de risk assessment tool est utilisé dans le cancer, est utilisé un peu partout. Donc on s'était dit, tiens, on va faire la même chose avec ça. Et cet outil s'enrichit au fur et à mesure des nouvelles données que nous avons, et nous pouvons très précisément calculer le risque de chaque individu. Le salut viendra du vaccin. Est-ce qu'on en aura vraiment besoin pour retourner à une vie normale, puisqu'on parle de deuxième vague, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir une troisième, une quatrième? On n'en a aucune idée. On nous avait dit certains, notamment le professeur Raoult, qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. Il s'est trompé, comme dans nombreux sujets. Mais est-ce que le salut viendra du vaccin? Alors, pour moi, il y aura sans doute des troisième et quatrième vagues. Tous les virus respiratoires. On est dans la deuxième, vous nous parlez déjà de la troisième et la quatrième. Oui, mais c'est important de le dire, qu'on comprenne que c'est pas juste cet hiver et puis après la vie d'Aloca. On ne sait pas du tout comment on pourrait faire disparaître ce virus, sachant que tous les virus respiratoires reviennent chaque hiver en même temps que les virus grippaux. Celui-là semble beaucoup moins se modifier, muter, se transformer que les virus grippaux qui ont des cousins et des cousines de toutes les couleurs et qui font qu'il faut changer le vaccin tous les ans. Là, celui-là, on aurait au moins la bonne nouvelle que le vaccin pourrait éventuellement être monomorphe correctement. Sauf qu'on a encore, pour prouver qu'un vaccin est efficace, il faut qu'il induise une bonne immunité contre le virus, mais il faut surtout qu'on démontre qu'il protège d'une infection. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'avoir un peu d'anticorps que d'être protégé vraiment d'une réinfection ou d'une infection. Et là, les signaux sont pas très très bons, parce que dans les infections à coronavirus, en virologie, on sait que l'immunité persiste pas beaucoup. Pas longtemps, 3, 4, 6 mois, et que du coup il faudra sans doute des vaccins avec des revaccinations, plusieurs doses, etc. Scandale! Pour qui se prennent-ils? Pour qui nous prennent-ils? Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit est-ce qu'ils prétendent siffler la fin de la récréation? Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation absurde? Aujourd'hui, c'est cette notion-là qui préside aux décisions prises par le gouvernement? La peur. Il faudrait
interroger le gouvernement, mais disons qu'il a une politique quand même, effectivement, et une communication beaucoup centrée sur la peur. Par exemple, cette publicité effrayante, on voit des enfants embrasser leur grand-mère, et puis paf, 2 secondes après, la grand-mère est en réanimation, possiblement en train d'agoniser. Mais imaginez les enfants qui se disent « Mais j'ai embrassé ma grand-mère il y a 3 jours, et elle va mourir », la panique dans la population, et chez les enfants notamment, payés avec nos impôts. C'est une annonce du ministère de la Santé. Est-ce qu'on paye nos impôts pour faire peur à nos enfants? C'est quand même invraisemblable. Est-ce que c'est audible dans cette période où on ferme les bars et les restaurants à Marseille, où on oblige à porter le masque en extérieur alors qu'on sait que ça ne sert scientifiquement à rien, et où on ferme les salles de sport? Mais dès le début, on m'a dit que ce que je disais n'était pas audible. On n'avait pas le droit de dire ça. C'est ce que j'appelle le sanitairement correct, par analogie avec le politiquement correct. Par exemple, au moment du confinement, encore une fois, je l'ai respecté scrupuleusement, mais je me suis inquiété des conséquences économiques. Et pas du tout pour le grand capital, comme certains l'ont cru, mais pour nos enfants. Simplement parce que je savais que ça allait coûter des dizaines ou des centaines de milliards, que le chômage des jeunes qui commençait à reculer allait à nouveau s'envoler. Il y a 600 000 ou 700 000 jeunes qui ont fini leurs études en juin et juillet dernier, qui arrivent aujourd'hui sur un marché du travail sinistré comme ça n'était jamais arrivé. On parle de 600 000 emplois détruits, vous imaginez la catastrophe. Et quand j'ai dit ça, ça a choqué. Comment il ose parler d'argent alors qu'il s'agit de santé? Mais la misère tue davantage dans le monde que la maladie. Il y a 9 millions de gens qui meurent de faim dans le monde chaque année, dont 3 millions d'enfants. C'est quand même beaucoup plus grave que le million de morts de la Covid, qui tue surtout des personnes âgées. J'en fais partie, je peux en parler, mais qu'on se soucie davantage des enfants que de leurs grands-parents, ça me paraît quand même la moindre des choses. Eh bien voilà, il était sanitairement incorrect d'oser parler d'argent. Et aujourd'hui, il est sanitairement incorrect d'oser s'interroger sur la durée du masque. Je le porte. Mais imaginez que dans 20 ans, dans 30 ans, le virus soit toujours là. Vous imaginez vos enfants dans 20 ans, 30 ans, porter le masque, habitant des villes sans visage, sans sourire, n'ayant pas le droit de se toucher, de s'embrasser, de danser. Moi, dans 30 ans, je serai mort, mais ce n'est pas le monde que je veux pour mes enfants. Vous imaginez vos enfants apprendre l'anglais avec un professeur masqué? Et les gamins au CP apprendre à lire et à écrire avec un professeur masqué. Et les enfants dans les crèches, des bébés de 3 mois, de 6 mois, qui ne voient plus aucun visage, qui ne voient plus aucun sourire à longueur de journée, qui ne voient plus que des masques. Mais c'est absolument effrayant. Et moi, je reçois tous les jours des messages, notamment de psychiatres, qui sont extrêmement inquiets, qui me disent le confinement a eu des effets délétères sur la santé mentale de beaucoup de nos concitoyens. Le masque aussi, la distanciation sociale aussi. Il n'y a pas que les infectiologues dans la vie, il y a la société dans son entier, il y a aussi les psychiatres, et puis il y a tous ces médecins. J'ai signé un appel signé par 200 médecins et scientifiques pour protester justement contre cette politique de la peur. Il faut rapporter un peu de sang-froid à notre société, ça n'empêche pas de se protéger. Encore une fois, il faut respecter les gestes barrières, se laver les mains, etc. Mais arrêtons de céder à la panique et surtout arrêtons d'effrayer nos enfants et de culpabiliser nos jeunes gens, parce que ces jeunes qu'on a mis au chômage pour des milliers d'entre eux par le confinement et qu'ils ont respecté avec beaucoup de bonne grâce. Voilà que maintenant on leur reproche d'oser sortir, voir leurs copains, faire la fête, danser, mais de qui se moque-t-on? Écoutez, moi j'ai 3 enfants qui sont des trentenaires. Je me vois mal leur dire, écoutez, pensez un peu à votre vieux papa, surtout n'allez plus en boîte, surtout ne draguez pas, ne dansez pas, ne voyez plus vos copains pour me protéger. Moi je leur dis le contraire. Profitez de la vie, soyez prudents pour vous. Mais ma santé, ne vous en souciez pas. Si je veux me confiner, me cloîtrer chez moi, je peux le faire. Je préfère prendre le risque de sortir. Mais l'idée que je demande à mes enfants de gâcher leur vie ou de la compromettre pour protéger leur vieux papa, mais c'est une idée absurde. Alors, tout le monde parle de solidarité intergénérationnelle. On a raison. Sauf qu'on oublie presque toujours de dire que cette solidarité, elle est traditionnellement orientée, donc asymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout père, toute mère donnerait volontiers sa vie pour ses enfants. Lequel d'entre nous accepterait d'envisager que nos enfants donnent leur vie pour la nôtre? Mais ça serait évidemment totalement obscène, totalement scandaleux. Donc attention de ne pas sacrifier 2 générations à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il faut bien sûr protéger les plus vulnérables, ça va de soi, mais ça dépend aussi d'eux, éventuellement d'être le plus prudent possible. Mais on ne peut pas centrer la politique d'un pays sur le sort de ses octogénaires. J'ai critiqué le sanitairement correct, et maintenant je vais critiquer l'ordre sanitaire. C'est quoi l'ordre sanitaire? C'est sacrifier indéfiniment nos libertés à la protection de notre petite santé, avec les meilleures intentions du monde, bien sûr, mais enfin,
Moi, je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie plutôt que ne pas attraper la Covid-19 dans une dictature. Alors, on n'en est pas là, il va de soi que le gouvernement de la France est parfaitement démocratique, mais on sent bien un glissement dangereux qu'au nom de la santé, ce que j'appelle le panmédicalisme. Quand on fait de la santé une valeur suprême, il n'y a plus que ça qui compte. Et les libertés, ça devient secondaire. Reconnaissons quand même qu'on a vécu, au moment du confinement, la plus grande réduction de liberté que les gens de ma génération aient jamais connue. Moi, j'ai 68 ans. Depuis 68 ans, jamais les libertés des Français n'ont été à ce point réduites. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. D'ailleurs, ce n'est pas ma compétence et je crois que personne ne sait encore aujourd'hui quelle était la meilleure solution. Certains pays ont confiné, d'autres pas. Les pays qui s'en sont le mieux sortis, Taïwan, la Corée du Sud, n'ont jamais confiné. Hein, rappelons-le. La Suède. Rappelons-le. Et la Suède n'a pas confiné et s'en sort pas plus mal que nous. Mais voilà, donc oui, il faut s'inquiéter pour nos libertés. La liberté est une valeur plus haute que la santé. La santé est un grand bien, il faut la protéger, bien sûr. Mais enfin, moi je veux que mes enfants vivent en démocratie, dans un pays libre, qu'ils aient le droit de sortir, de bouger, et pas qu'ils soient confinés à la limite à vie pour protéger la santé, là encore, de leur vieux père. Est-ce qu'on est dans un gouvernement des médecins? D'abord qu'on a une grande chance. Les médecins de Montaigne, en gros, c'est le médecin de Molière, Empire, parce que c'est un siècle plus tôt. Donc, en gros, des cuistres ignorants. Nous avons l'immense chance d'avoir des médecins très, très savants, très, très efficaces, et on ne va évidemment pas s'en plaindre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas à l'abri parfois d'un peu de dogmatisme, qu'ils ne soient pas sujets à mettre la médecine plus haut que l'intérêt de leurs patients, à avoir un peu la grosse tête quand ils passent à la télé toutes les semaines et à faire en permanence la leçon aux Français. Par exemple, des médecins ont signé un appel dans lequel ils disaient « il faut siffler la fin de la récréation ». Mais c'est un scandale. Pour qui se prennent-ils? Pour qui nous prennent-ils? Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit est-ce qu'ils prétendent siffler la fin de la récréation? Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation absurde? Nous ne sommes pas un peuple de médecins, nous ne sommes pas un peuple de patients, nous sommes un peuple de citoyens libres. Et je n'autorise personne, fût-il médecin, à siffler quelque fin de récréation que ce soit.